Et l'émir du Qatar, qui pendant cette réunion au sommet a estimé que Benyamin Netanyahou a frappé Doha pour mettre un terme aux négociations de paix. Benyamin Netanyahou, de son côté, était au même moment avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, pour rappeler le lien indéfectible qui unit Israël avec les États-Unis. L'alliance américano-israélienne n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui et le président américain a été un dirigeant mondial exceptionnel. Il transforme véritablement le monde pour le bien de chacun d'entre nous et je peux répéter ce que j'ai dit à maintes reprises, il est le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche. Retrouvons à Washington notre correspondant Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Marco Rubio a donc évoqué des liens indéfectibles entre Washington et Israël. Malgré les frappes sur Doha, la diplomatie américaine reste donc sur ses positions. Oui, absolument. Et on se demande même quel événement pourrait bien la faire changer après cette frappe sur Doha. À Jérusalem, le décor et le message étaient assez clairs. Dans le fond, Marco Rubio, cette figure républicaine proche du président Trump, ou en tout cas absolument dévoué, le chef de la diplomatie américaine, a choisi le mur de lamentation, on l'a vu, pour ouvrir sa visite. À côté de Benyamin Netanyahou, il a martelé que le soutien américain à Israël reste fort et durable. Ce sont ses mots exacts. Sans surprise, la séquence est d'ailleurs assez symbolique au moment où Israël intensifie ses frappes sur Gaza et que l'attaque contre des responsables du Hamas au Qatar continue de provoquer les remous diplomatiques que l'on connaît et dont on va parler d'ailleurs. Mais le Premier ministre israélien en a rajouté une couche en comparant l'alliance entre Washington et l'État hébreu à la solidité des pierres du mur occidental. Marc Rubio, lui, a insisté sur deux priorités. La libération des otages encore détenus dans la bande de Gaza et le maintien d'une coordination étroite avec Israël malgré les tensions suscitées par la frappe sur Doha. C'est le seul petit rappel à l'ordre que Marco Rubio s'est autorisé. Il a même insisté en disant que cela n'a pas changé la nature de la relation, la nature profonde de la relation entre Israël et les États-Unis. Alors que dans le fond, c'est toute la question. Mais derrière ces images de proximité, il y a quand même une réalité. Cette visite intervient au moment où la colère enfle, on l'a vu dans le monde arabe, et où la communauté internationale alerte sur la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. Comment pourrait-il en être autrement ? Ce qui n'est pas nouveau, mais ce qui n'aide pas les opinions arabes et occidentales à regarder ailleurs qu'en direction de Gaza, bien entendu. Alors, que jusqu'à présent, les monarchies du Golfe, on peut le dire, étaient plutôt restées en ordre serré derrière Washington et surtout étaient parvenues tant bien que mal à contenir leurs opinions publiques respectives. Justement, tout l'enjeu est là. Pour Washington, la relation avec Israël reste donc absolument centrale. C'est vraiment une alliance qui fait consensus ici et on ne trouve d'ailleurs pas beaucoup de monde non plus dans le camp démocrate et l'opposition ici pour dire le contraire, y compris à l'aile gauche des hémicycles qui étaient d'ailleurs beaucoup plus loquace sous Joe Biden, paradoxalement. Et Mathieu, alors que le sommet des dirigeants arabes se tient en ce moment même et que le Qatar est un allié privilégié de Washington, oui. Ce qui se passe en ce moment pourrait-il écorner la relation entre Washington et Doha ? Alors c'est tout ce que redoute le département d'État, c'est certain. À Doha, la réunion des pays arabes a mis Washington face à un exercice assez délicat. Préserver sa relation avec les monarchies du Golfe, on l'a dit, sans trahir Israël. Tous les participants de cette réunion ont condamné la frappe israélienne sur le sol qatari, présentée comme une atteinte à la souveraineté d'un État allié. Et là encore, qu'il s'agisse de l'Arabie saoudite ou du Qatar, si les leaders veulent contenir la rue, c'est vraiment l'enjeu. Ils n'ont pas le choix d'être solidaires avec Doha. Pour les Américains, la marge de manœuvre est donc assez étroite finalement, même si ça n'est pas totalement nouveau comme positionnement. D'un côté, il faut rassurer, on l'a compris, multiplier les contacts bilatéraux avec Riyad, Abu Dhabi, qu'on cite trop peu, et surtout avec Doha en ce moment. Rappeler que leur rôle de médiateur est crucial dans la libération des otages et dans l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza. Et en clair,
faire sentir aux monarchies du Golfe qu'elles restent au cœur de la stratégie américaine dans la région, ce qui est un sujet d'inquiétude là-bas. Et disons-le, des partenaires commerciaux indispensables. Et c'est là que la solidarité avec la cause palestinienne trouve un peu ses limites, dans le fond. On parle de centaines de milliards de dollars de contrats. D'un autre côté, le défi, c'est de maintenir l'axe central de la politique étrangère américaine, ce fameux soutien indéfectible à Israël. Encore une fois, on ne le dira jamais assez. Répéter que la sécurité de l'État hébreu est non négociable, justifier ces opérations comme une lutte contre le Hamas au moins, mais aussi encourager Netanyahou à calibrer, c'est vrai, ses frappes pour éviter une rupture totale avec les voisins arabes. C'est ce qu'on a entendu chez Donald Trump ces derniers jours, notamment. Dans les couloirs du département d'État, et je terminerai là-dessus, on voit des diplomates qui s'échinent, ça c'est clair maintenant, à dissocier l'acte israélien auquel on a assisté, cette frappe qui est condamnée, de la relation structurelle avec Israël qui, dans le fond, ne bouge pas et ne promet pas de bouger de sitôt. Mathieu Mabin, correspondant France 24 à Washington, merci beaucoup pour ces précisions.